C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 ou télévision. Voici les titres de ce journal. Les États de la Corne de l'Afrique se donnent la main pour éradiquer le phénomène du djihadisme. Face à la persistance des attaques des miliciens Chebab, les dirigeants kenyans, somaliens et djiboutiens se sont concertés hier mercredi à Mogadiscio. Le Mali et le Burkina Faso unis au sein d'une même entité étatique. Ce mercredi à Bamako, le chef du gouvernement burkinabé Aboulinir Kilem a évoqué le projet de création d'une fédération entre les deux pays. Et le pape François qui ce mercredi à Kinshasa lançait un appel au retour à la paix en RDC. C'était lors d'une messe organisée en présence d'1 million de fidèles. La capitale somalienne Mogadiscio a abrité ce mercredi un mini-sommet régional sur la lutte antiterroriste, réunissant les dirigeants des pays de la Corne de l'Afrique. Les dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et de Djibouti réfléchissaient ensemble aux côtés de leur homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud au moyen de mettre fin à l'insurrection des milices islamistes Chebab. Le point dans cet élément. Les chefs d'État de la Corne de l'Afrique étaient réunis mercredi en Somalie afin de discuter de la lutte régionale contre les insurgés islamistes Al-Shabaab. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a accueilli dans la matinée à Mogadiscio ses homologues djiboutiens et kenyans, Ismaël Omar Guelleh et William Ruto, ainsi que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président somalien a annoncé vouloir mener une guerre totale contre les Chebab qui continuent de lancer régulièrement des attaques malgré une récente offensive des forces pro-gouvernementales. Chassés des principales villes du pays en 2011 et 2012, les militants d'Al-Shabaab restent solidement implantés dans les zones rurales. De nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Somalie seront déployés dans le cadre des opérations anti-Chebab, a annoncé le président somalien à l'issue de la réunion. S'achemine-t-on vers une fédération entre le Mali et le Burkina? Hier en visite à Bamako, le chef du gouvernement burkinabé Aboulinir Kilem a évoqué devant son homologue malien l'idée de la mise en place d'une fédération entre ces deux pays fragilisés par des crises sécuritaires. On l'écoute. Voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus, parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. On prend la direction de l'Ukraine où les autorités gouvernementales se montrent de plus en plus optimistes avec la multiplication des promesses d'envoi de matériel de combat. Après les chars d'assaut et les canons César, la question de l'envoi d'avions de chasse figure désormais à l'ordre du jour. Ce alors que les Russes continuent de revendiquer des avancées territoriales dans l'est de l'Ukraine. L'aide occidentale à l'Ukraine se poursuit. La France s'apprête à fournir 12 canons Caesar en plus des 18 déjà livrés. Washington, de son côté, a prévu d'envoyer à l'Ukraine 31 chars de type Abrams. L'Ukraine devrait aussi recevoir les chars britanniques Challenger d'ici le mois de mars et les Léopard 2 allemands à la même période. Lors de la première vague de contributions, les forces armées ukrainiennes recevront entre 120 et 140 chars modernes de modèles occidentaux. Ce sont les Léopard 2, les Challenger, les Abrams et nous comptons beaucoup sur le Leclerc. Ce n'est pas un petit nombre, mais nous continuons à travailler pour élargir la coalition des chars et augmenter les contributions des membres existants. C'est la première fois que Kiev révèle le nombre total des chars que ses alliés occidentaux lui ont promis. La France hésite encore à envoyer son stock de chars Leclerc, craignant notamment un possible affaiblissement de ses capacités militaires. L'aide en armement s'allonge. Après l'artillerie et les chars, la livraison d'avions de chasse n'est plus un tabou pour certains alliés, même si Joe Biden refuse toujours pour l'heure d'envoyer des F-16.
En parallèle, le ministre israélien de la Défense a transféré à l'Ukraine ce lundi 3 ambulances blindées. Dans le même temps, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Ukraine pour inaugurer l'ambassade d'Israël à Kiev. Sur le front, les combats se poursuivent. Les Russes cherchent à étendre leur emprise à l'est du pays, où les affrontements s'intensifient. À la suite d'opérations offensives réussies, des volontaires d'unités d'assaut avec l'appui de l'aviation de combat, des missiles et de l'artillerie, les forces sud ont libéré le village de Lagodatne de la soi-disant République populaire de Donetsk. Mais l'Ukraine a démenti lundi que les troupes russes progressaient dans la région de Donetsk, comme l'a affirmé Moscou. Au Brésil, l'exil semble se confirmer pour l'ex-président Jair Bolsonaro qui séjourne actuellement aux États-Unis. Le prédécesseur de Lula sous le coup d'une enquête judiciaire suite à l'invasion par ses partisans des institutions à Brasilia demande une extension de 6 mois supplémentaires de son visa de séjour sur le sol américain. Reportage. Jair Bolsonaro va-t-il pouvoir rester aux États-Unis? L'ancien président brésilien avait quitté son pays pour la Floride 2 jours après l'investiture de Lula le 1er janvier. Bolsonaro avait pu entrer aux États-Unis avec un visa délivré aux dirigeants en visite, mais n'étant plus en visite officielle, le visa a expiré. Il demande donc 6 mois supplémentaires pour rester aux États-Unis. Bolsonaro fait l'objet d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente contre le siège d'institutions nationales à Brasilia. Le 8 janvier, des milliers de partisans de Bolsonaro, mécontents de la victoire de Lula da Silva sur l'ex-président d'extrême droite lors de l'élection présidentielle d'octobre 2022 ont envahi et vandalisé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia. Quelques jours après son arrivée aux USA, des élus démocrates avaient appelé à ce que Joe Biden révoque le visa de Jair Bolsonaro, refusant que les États-Unis servent de refuge à l'ancien dirigeant. Et les remous sociaux en Europe qui gagnent aussi la Grande-Bretagne. Ce mercredi, des milliers de professeurs ont manifesté pour exiger une revalorisation salariale. Pour le gouvernement Sunak, la question n'est pas à l'ordre du jour au vu des répercussions que cela pourrait avoir sur l'inflation. L'actualité, c'est aussi la crise de l'inflation dans les pays de la zone euro. De façon générale, les taux sont en net recul, notamment pour les produits énergétiques, sauf que le secteur de l'alimentation reste encore durement touché. On suit cet élément. L'inflation continue de ralentir en zone euro. En janvier, elle a atteint 8,5% sur un an. Il s'agit du 3e mois consécutif de baisse qui s'explique avant tout par un tassement des tarifs de l'électricité, du gaz et du pétrole. Malgré ce recul continu du taux d'inflation, la Banque centrale européenne doit toutefois relever à nouveau ses taux d'intérêt alors que les tensions inflationnistes restent fortes, comme le montre la hausse continue des prix de l'alimentation. Parmi les 20 pays de la zone euro, l'Espagne a affiché en janvier l'un des taux les plus faibles à 5,8%, alors que la France est à 7%, l'Italie à près de 11%. Les données de l'Allemagne n'étaient pas encore disponibles. En bas de classement, les pays baltes affichent des taux d'inflation supérieurs à 18%. Billets de banque, carburant, trafic routier, bref, tout coince au Nigeria. Dans les faubourgs de Lagos, beaucoup se plaignent de la persistance des pénuries. Je vous invite à suivre cet élément de la rédaction d'Africa News. Essence, diesel, billets de banque, eau ou encore électricité, le Nigeria connaît actuellement des pénuries dans de nombreux secteurs. Alors moins d'un mois avant l'élection présidentielle, la population du pays le plus peuplé d'Afrique grogne. À Awolowo, l'une des principales artères commerciales de Lagos, mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, les automobilistes doivent quotidiennement affronter des embouteillages monstres. C'est ce que nous vivons tous les jours. Je dois amener mes enfants à l'école ici et tous les jours c'est bloqué. Ce sont toujours les militaires qui bloquent le passage. Je ne sais pas ce qui se passe au Nigeria. Je suis désolée, j'en ai juste un peu marre de vivre ça tous les jours. C'est stressant et infernal. Au Nigeria, nous faisons la queue pour tout. On fait la queue pour notre carte d'électeur, on fait la queue pour le carburant, on fait la queue pour les nouveaux billets de banque, on est coincé dans les embouteillages et c'est partout pareil. C'est terrible, nous vivons un enfer. Non, loin de là, une longue file d'attente s'élargit devant une banque. Tous essaient d'obtenir les nouveaux billets présentés en octobre dernier. Face à la pression populaire, les autorités ont dû repousser leur circulation au 10 février plutôt que fin janvier, la plupart des agences bancaires n'ayant pas les nouveaux modèles. Anthony patiente depuis plus d'1 heure.
La queue ici est très longue. Pourquoi ? Parce que dans les autres banques, les guichets automatiques ne fonctionnent pas. Même lorsque vous entrez dans la banque, ils vous disent qu'ils ne donnent pas d'argent, qu'ils n'ont pas de liquide. Je veux dire les nouveaux billets de Naira. Il semble donc que ce soit ici la seule banque qui distribue de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais je vis dans cette zone et c'est la seule banque où le distributeur automatique distribue les nouveaux billets. Dans les autres banques, c'est soit les anciens billets, soit il n'y a pas d'argent. Le 25 février, le Nigeria doit choisir un successeur au président Muhammadu Buhari, qui se retire après les 2 mandats autorisés par la Constitution. La délivrance des cartes d'électeurs a aussi pris du retard et a dû être prolongée jusqu'à dimanche. Direction le Sénégal pour parler des cinéastes locaux qui tiennent à rehausser la qualité de leur contenu cinématographique. L'objectif est bien sûr de se donner les moyens de rivaliser en termes de qualité avec les contenus venus d'outre-Atlantique. Reportage. Nouveau décor pour le 2e volet du film français Netflix à succès, Banlieusards. Sorti en 2019 sur la plateforme, le film qui met en scène le rappeur français Kerry James est en plein tournage de sa suite réalisée par Leila Si dans cette école entourée de baobabs au Sénégal. J'ai écrit un long métrage qui s'appelle Banlieusards, qui a été diffusé sur Netflix il y a 4 ans. Et on est ici au Sénégal pour tourner la suite de ce film, un 2e volet. Le Sénégal fait partie de... Et je pense que c'est vrai pour toute l'Afrique. Ça fait partie de ces pays où tu poses ta caméra et immédiatement il se passe quelque chose. Les couleurs, elles sont extraordinaires. Si les cinémas d'Afrique francophone ont connu un déclin vertigineux qui a engendré la fermeture de nombreux d'entre eux ces 2 dernières décennies, ils reviennent progressivement aujourd'hui et engendrent une hausse de la production locale de comédie. Et je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Moi, à mon avis, à mon niveau, je trouve que les films permettent de plus propulser en fait. Lancée en 2015, la société de production sénégalaise Marodi possède un modèle économique qui repose sur des contenus locaux et des spots publicitaires qui génèrent des millions de vues. Elle est notamment à l'origine de la série à succès Maîtresse d'un homme marié qui a gagné plus de 4,8 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a beaucoup plus de contenu local puisque avant nous consommions ce qui nous était proposé et l'Africain, les Sénégalais avaient pour habitude de regarder les autres contenus puisque c'est ce qui s'offrait à eux. Maintenant que des Sénégalais comme nous, Marodi, ont compris qu'il est important de mettre en avant des contenus de qualité, il faut, en regardant les séries de Marodi, on ne doit pas faire la différence entre une série d'une autre plateforme ou d'un autre continent. Et c'est pour ça que nous nous engageons à toujours relever le challenge de la qualité. Netflix, géant américain du streaming, s'impose en Afrique de l'Ouest francophone dans le cadre d'une poussée plus large de la production audiovisuelle dans la région, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. 2e jour de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Ce mercredi, lors d'une messe à Kinshasa, devant plus d'1 million de fidèles, le chef de l'Église catholique a livré un message de paix dans ce pays en proie à des insurrections armées, notamment dans la région du Nord Kivu. Le point avec nos confrères d'Africa News. Le pape François a tenu une messe devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa mercredi. À l'occasion de sa 2e journée en République démocratique du Congo, le pape a prêché la paix dans le pays, mais également sur tout le continent africain. S'exprimant d'abord en lingala, l'une des 4 langues nationales de la RDC, François a ensuite prononcé le reste de son homélie en italien. Alors que dans le cœur des disciples, il y a la ruine, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils sentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus arrive au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré où il n'y a aucune lueur de paix. C'est ainsi que fait le Seigneur. Il nous surprend, il nous tend la main quand nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relie quand il nous tend la main quand nous sommes sur le point de sombrer. Il nous lie quand nous touchons le fond. Le pape François a exhorté les fidèles à ne pas céder aux divisions. Après la méga-messe, il doit rencontrer des victimes du conflit dans l'est du pays,
Il s'entretiendra ensuite avec des représentants d'organisations caritatives. Âgé de 86 ans, le pape François a débuté son voyage de 6 jours sur le continent mardi en RDC. Il le poursuivra au Soudan du Sud, également en proie à des troubles. L'actualité sportive, c'est bien sûr le CHAN 2023 qui se déroule actuellement en Algérie. Après la défaite de leur équipe 1-0 mardi en demi-finale face aux Lions de la Teranga, les supporters malgaches veulent rester optimistes pour le match de classement qui doit opposer leur équipe ce vendredi au Niger. Pas question de se laisser gagner par le découragement, que ce soit à Tananarive ou ailleurs dans le reste de la Grande Île. Regardez. Les supporters malgaches étaient au rendez-vous pour soutenir leur équipe lors de la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations mardi soir. Dans les fan zones mises en place dans la capitale, l'ambiance est restée positive, même après le coup de sifflet de l'arbitre marquant la défaite des Baréas 1-0 face au Sénégal. Les Sénégalais ont frappé le ballon en l'air et nous aurions dû jouer plus près du sol car nous sommes plus petits qu'eux. Ils se sont dit que, comme nous étions petits, il fallait qu'ils fassent des passes hautes. Mais peu importe, c'était un beau match. Pas de finale donc pour Madagascar qui peut toutefois se féliciter d'être allé si loin pour sa première participation à cette compétition. Je suis très fière d'être Baréa. C'est la première fois que nous participons à la CHAN et nous avons atteint la demi-finale, nous les Malgaches. Nous devons être émerveillés par ces joueurs, ils sont allés très loin, ils ont visé haut, nous ne devons pas être tristes, nous ferons mieux la prochaine fois. Madagascar disputera la 3e place avec le Niger, battu par l'Algérie 5-0 ce vendredi. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur votre chaîne. On se dit au revoir et passez une très bonne soirée.